Toulouse dans le Gers. Il est l'heure de vous évader avec les Gîtes de France du Nord-Pas-de-Calais. Partagez des moments uniques sur gîtesdefrance-nordpasdecalais.fr. Sud Radio, il est 11h. Parlons vrai. Le point sur l'information, Alice Berthias. Bonjour à tous. Les éléments se multiplient contre lui. Le principal suspect du colis piégé à Lyon, qui a fait 13 blessés, est actuellement entendu en garde à vue. Il a été retrouvé à partir d'achats effectués sur Internet et des produits destinés à fabriquer un engin explosif. Et son ADN est bien celui retrouvé sur le sac qui contenait la bombe artisanale. Ce qu'on sait de lui pour l'instant, c'est que c'est un étudiant de 24 ans d'origine algérienne. Ses motivations, elles sont toujours inconnues. 2 jours après les élections européennes, l'heure des alliances stratégiques pour Emmanuel Macron. Le président est à Bruxelles aujourd'hui. Il doit rencontrer les responsables politiques des différents pays de l'UE pour construire une majorité progressiste au Parlement. Et puis en jeu également les tractations pour les postes clés des 5 ans à venir, comme la présidence de la Commission européenne. Et c'est la crise chez les Républicains après les résultats catastrophiques au scrutin de dimanche. Le patron Laurent Wauquiez a réuni les cadres du parti hier soir. Il leur a proposé des états généraux à la rentrée pour tout remettre à plat. Mais certains cadres pensent que c'est maintenant qu'il faut agir et changer complètement la ligne politique mise en place depuis que Laurent Wauquiez a été élu. Et la question de l'héritage de Johnny Hallyday devant la justice. Le tribunal de Nanterre doit décider aujourd'hui si le chanteur habitait principalement en France ou aux États-Unis. Sa décision permettra ensuite de décider si c'est le droit français ou américain qui devra s'appliquer. Vous n'avez peut-être pas souvent l'occasion d'en avoir dans votre portefeuille, mais des nouveaux billets de 100 et 200 euros sont mis en circulation, plus sécurisés pour éviter les contrefaçons. Et ces billets conservent chacun leur couleur, vert et jaune, mais changent de format. Et puis attention, le compte à rebours a commencé si vous habitez dans les départements 20 à 49. C'est le dernier jour pour déclarer vos impôts en ligne sur le site impôts.gouv.fr. Et puis Roland Garros, à suivre aujourd'hui l'entrée en liste des 2 meilleurs Français au classement ATP, Gaël Monfils et Lucas Pouille. Et puis la fin du match tendu entre Jérémy Chardy et Kyle Edmund, interrompu hier soir avec la nuit. Chez les femmes, Caroline Garcia est aussi attendue sur les cours. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente fin de matinée à tous. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct pour commenter l'actualité. Vous connaissez le numéro 0826 300 300. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de l'émission. On est avec vous et on vous écoute aujourd'hui pour débattre et commenter l'actualité. Denise Bombardier, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain québécoise et votre dernier livre, Une vie sans peur et sans regret, c'est votre biographie qui est parue aux éditions Plomb. C'est passionnant parce que c'est une photographie du Québec sur une assez longue période et c'est surtout l'histoire d'une femme qui s'est faite toute seule, une femme journaliste qui est aussi célèbre qu'Anne Sinclair au Québec. On vous connaît peut-être un petit peu moins en France, mais en tout cas ça mérite le détour. Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia, bonjour. Michel Taupe, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. C'est important aujourd'hui puisqu'on va en parler à propos des djihadistes qui ont été condamnés à mort en Irak. Et puis Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour Alexis, vous êtes spécialiste des questions européennes entre autres. Donc on va pouvoir évidemment en dire quelques mots puisqu'on va revenir sur les conséquences de ces élections européennes avec la crise ouverte chez les Républicains. Wauquiez doit-il partir? Est-ce que c'est un problème de ligne? On va parler également d'Emmanuel Macron. Doit-il changer de cap? Il annonce un acte 2 mais dans lequel il ne changera rien. Donc à quoi ça sert? Et puis la France doit-elle intervenir pour empêcher la peine de mort des 4 djihadistes condamnés en Irak? On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, mais je voulais peut-être d'abord vous faire réagir sur cette information qui est tombée il y a peu de temps. Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, a été définitivement vient de se voir retirer sa Légion d'honneur après sa condamnation en janvier dernier. Il s'était pourvu en cassation, ça avait été rejeté. Il avait été condamné à 2 années de prison, dont une ferme pour avoir touché des primes en liquide place Beauvau entre 2002 et 2004 quand il était ministre de l'Intérieur. Ça vous semble normal ? Les uns les autres? Oui, c'est normal. Mais c'est en ce moment, il y a un sale temps autour du premier cercle de Nicolas Sarkozy, le procès Balkany. Sarkozy aussi qui va retourner pour l'affaire Big Malion devant la justice. Enfin, on voit bien que le temps de la justice, alors ça accélère pas, il prend son temps, mais chaque cas va être vu. Le cas de Claude Guéant a déjà été vu, il était condamné. Lui retirer la Légion d'honneur, c'est symbolique, mais c'est en dit long pour un ministre de l'Intérieur. Certains diront qu'il y a un acharnement aussi, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été condamnées et à qui on n'a pas retiré la Légion d'honneur. Oui, mais ils n'étaient peut-être pas ministres de l'Intérieur. Ouais.
Non, mais je crois que Alexandre Malafaille, oui. Écoutez, ça s'appelle Bombardier. la Légion d'honneur. À partir du moment où on pose des crimes, on pose un acte criminel, ça m'apparaît évident, mais effectivement, mais c'est pas parce qu'on... Effectivement, il y en a beaucoup d'autres qui la portent et qui ne devraient pas la porter. Mais ceci dit, ce n'est pas pour ça qu'à un moment donné, il ne faut pas agir. Mais c'est sûr que dans les circonstances, et compte tenu que Claude Guéant n'était pas ministre dans un autre parti, et qu'il était sous M. Sarkozy, mais c'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'il y a une instrumentalisation politique, mais ça s'appelle la Légion d'honneur, donc il ne la mérite pas. Ouais, la Légion d'honneur ne veut plus rien dire de toute façon, dit David. Faux débat. Je suis assez ce qui est un vrai problème. Ce qui est un vrai problème. Ce qui est un vrai problème, c'est-à-dire que c'est quand même une distinction qui doit normalement être accordée à des gens remarquables et qu'on a envie de remarquer et de saluer. En l'occurrence, les grands serviteurs de l'État le méritent, mais quand ils tombent dans le déshonneur, c'est normal qu'on leur enlève ce qui faisait qu'on les avait honorés. Ouais. Après, moi je crois qu'on n'est pas assez sévère avec les élites qui sont en situation de faillite personnelle parce qu'ils ont à un moment donné, non pas... je dirais l'histoire de Juppé avec Chirac à l'époque, où il a certainement porté peut-être des valises, ou en tout cas il a rendu les services qui allaient bien dans un monde qui allait à l'époque comme ça. Je porterai un jugement un peu moins sévère. Mais là visiblement, je dis bien moins sévère parce qu'à partir du moment où il n'y a pas enrichissement personnel, si vous voulez, le fait de pratiquer des règles du jeu qui ne sont pas forcément les bonnes, mais de le faire au nom de l'intérêt général ou de l'État, on peut en débattre. Par contre, quand il y a enrichissement personnel, ce qui a été le cas d'un certain nombre d'hommes politiques qui à un moment donné ont mis la main dans le pot de miel, là je trouve qu'on n'est pas assez sévère. Regardez par exemple au Japon, la sévérité à l'égard d'un Carlos Ghosn qui n'est même pas condamné, qui est pour l'instant en prison depuis presque 4 mois. Voilà, il y a un 2 poids 2 mesures. Aux États-Unis également, quand on tombe, si je puis dire, pour des raisons d'enrichissement personnel, de fraude ou autre, sur un plan, la délinquance en col blanc est frappée très sévèrement. Et nous, on est quand même très tolérants, ce qui explique aussi que finalement, l'impunité qui se dégage de tout ça fait que les Français se mettent en défiance vis-à-vis de la classe des élites, parce que évidemment tout ça se protège. Donc c'est bien qu'il ait perdu. Oui, Claude Guéant, pour revenir à votre question, c'est bien qu'il l'ait perdu. Non, je souscris à tout cela. Je pense que en fait, la Légion d'honneur, et là je ne parle pas de Claude Guéant, parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il méritait certainement cette Légion d'honneur, mais il y a tellement, chaque année, il y a des milliers de personnes qui reçoivent la Légion d'honneur, alors à plusieurs niveaux, il y a plusieurs grades en fait dans la Légion d'honneur, et il serait temps que celle-ci ne soit distribuée qu'à des personnes vraiment, vraiment méritantes qui ont rendu des services à la nation, et pas uniquement pour remerciement, voilà. Après, concernant... Il était chevalier, il a également perdu j'ai fait un raccourci, l'ordre du mérite, absolument, où il était commandeur. Et je pense que c'est une peine très lourde pour lui. Parce qu'effectivement, le déshonneur, c'est quelque chose de quand même de très grave. D'autant plus que sa peine de prison, il ne va pas la purger puisqu'elle est de moins de 2 ans. Donc il ne va pas faire de prison, bien qu'il ait été condamné à de la prison ferme. Ouais. Mais en dessous de 2 ans, or là, le déshonneur, c'est quand même une vraie sanction morale qui est lourde. Ouais. Enfin, c'est pas drôle d'être un rejeté social, parce que c'est ça qu'il est maintenant. Ouais, il va se promener dans la rue. Non, mais c'est ça. Non, mais je dis pas ça. C'est comme Cahuzac. Non, mais c'est ça. Alors, un autre élément qui n'est pas du tout populaire, mais moi j'ai toujours été partisan que les élus de la République aient des revenus beaucoup plus élevés pour pouvoir résister à la tentation d'aller piquer dans le pot de miel. Je ne suis pas persuadé. Je suis pas persuadé. Ça aurait changé le comportement des uns et des autres. En tout cas, le débat, c'est certainement pas de les payer encore moins. Ça c'est sûr. Ça, il y a des seuils auxquels il faut pas. Oui, mais l'autre problème, c'est que vous avez encore dans certains ministères un peu d'argent liquide qui circule pour des bonnes raisons, parce qu'on en a besoin pour financer toute une série de. Oui, mais malgré tout, il y en a quand même, parce que vous pouvez pas faire de renseignement, vous pouvez pas faire de police un peu intelligente sans avoir à un moment donné la rémunération des indicateurs qui vont avec. Mais c'est vrai que quand vous voyez passer les valises, ou en tout cas les tas de billets sur votre bureau, la tentation de l'évaporation, j'allais pas dire elle est naturelle, mais elle est en tout cas, elle fait qu'elle met à l'épreuve même les plus grands. Parce qu'il y a les billets et puis il y a le mobilier du patrimoine, les tableaux qui disparaissent systématiquement. Là, il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire. Claudine nous dit, mon arrière-grand-père a perdu une jambe à la Grande Guerre, il a eu la Légion d'honneur, cela voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, on la donne à des gens qui n'ont pas fait grand-chose pour la France et qui en plus la dénigrent dès qu'ils en ont l'occasion. Et d'ailleurs, le nouveau monde qu'on nous promettait avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, ça aurait pu notamment consister à réduire très très fortement le nombre de personnes qui bénéficient. Il voulait le faire au départ, ça faisait partie de ses projets. Oui, mais ça n'a pas été fait. Ça a peut-être un petit peu baissé d'après ce qu'on m'avait dit, mais honnêtement, il faudrait que ce soit vraiment réservé à des personnes qui ont rendu des services
très important à la nation. Et puis vous avez différents ordres. Il y a l'ordre national du mérite, qui peut aussi être davantage utilisé pour tous ceux qui, à un moment donné, se comportent de manière remarquable en tant que citoyens, en tant qu'apporteurs de solutions pour la nation, parce qu'ils ont des effets d'armes en matière économique, d'exportation, qui peuvent faire l'objet d'une véritable récompense. Et réserver la Légion d'honneur peut-être pour vraiment des sens d'engagement, au sens prise de risque personnel. On va passer notre petit tour de table. Alexis Poulain, ce qui a retenu votre attention? Moi, c'était l'OMS qui reconnaît le burn-out à sa conférence de mai comme maladie professionnelle. Elle l'avait déjà inscrit comme maladie professionnelle depuis plus d'un an. J'espère que ça va faire bouger le gouvernement, puisque Muriel Pénicaud refusait de reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, malgré le rapport qui avait été remis par François Ruffin et salué par de nombreux députés. Et c'est important, il y a eu le procès France Télécom, mais c'est important parce que ça permet bien de mettre un nom, et c'est pas que de la dépression, c'est qu'il y a du mauvais management derrière, il y a de la souffrance, ça va parfois jusqu'au suicide, et ça permet à l'employé qui en souffre de ne pas être licencié, et de pouvoir dénoncer aussi parfois des dysfonctionnements hiérarchiques ou des dysfonctionnements de management qui conduisent à ce burn-out. Donc c'est important. Maintenant, j'attends la réponse du gouvernement, puisque c'était sa position de dire nous devons suivre l'OMS. Donc suivez l'OMS. Suivez l'OMS qui reconnaît le burn-out. Alexandre, vous, ça concerne les élections européennes? Oui, un coup de cœur en fait sur la campagne qu'a fait Thierry Jadot avec Europe Écologie Les Verts et Yannick Jadot, pardon. Avec son mouvement. D'abord parce que le projet qu'il a porté a été très bien présenté, avec des propositions, avec des idées intelligentes, totalement salué par le MEDEF du grand oral qui a été réalisé par les 8 candidats principaux devant le patronat français. Il est ressorti en tête des impressions qu'il a dégagées, non pas parce qu'il les a séduits en disant tout est génial, mais parce que c'était clair, c'était bien préparé, c'était cohérent. Et ensuite parce qu'il a fait cet effort depuis qu'il est engagé dans cette campagne, en fait pour, si je puis dire, émanciper l'écologie de l'enfermement dans la gauche comme elle l'est traditionnellement, c'est-à-dire d'en faire un parti écologique qui à un moment donné se détache de toutes les autres causes qui viennent polluer le message et qui permet peut-être de faire une écologie politique qui n'est pas systématiquement teintée de gauchisme. Pardon, je mets des guillemets, c'est pas toujours ça, mais c'est parfois ça. Et ça, je trouve que s'il arrive à ça et s'il arrive à faire ça dans la durée, ça mérite un vrai encouragement parce qu'on a besoin de renforcer notre conscience écologique et d'avoir des leaders qui viennent, à la limite, qui peuvent s'associer aussi bien avec des dynamiques de droite ou de gauche pour faire projet et pour à un moment donné faire passer des idées dont on a besoin. C'est un peu ce qu'on leur reproche aussi, c'est-à-dire d'être un petit peu interchangeable. Denise Bombardier, vous avez suivi un petit peu. C'est un cri du cœur. Ouais. C'est pas un coup de cœur. C'est un cri du cœur. Je suis très étonnée que la France ne sache pas le combat qu'on est en train de mener pour la laïcité au Québec, et même parmi les confrères. Dans la presse, là, je rencontre des gens depuis je suis ici. Personne ne sait qu'au Québec, la semaine prochaine, enfin d'ici 10 jours, ça va être accepté parce que le parti au pouvoir, le parti de Monsieur Legault est majoritaire, donc ça va passer parce que 85%, à peu près entre 80 et 85% des francophones sont d'accord pour que les policiers, les gardiens de prison et les juges et les enseignants du primaire et secondaire n'aient pas de signes ostentatoires religieux. Eh bien, ça fait 2 mois que ceux qui sont d'accord avec la loi, donc la majorité des francophones, alors que pour les anglophones et les allophones du Québec, les allophones, pour nous, c'est les immigrants, à hauteur de 75-80% sont contre cette loi-là. Ouais. Eh bien, cette loi-là, on se fait traiter de tous les noms. Toutes les injures nous tombent dessus. Nous sommes des racistes comme les Français. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. C'est ça, c'est qu'il y a un parallèle. C'est qu'on devient le bataillon avancé de la France en Amérique du Nord. Parce que c'est sûr que dans la mentalité anglo-saxonne, le concept de la laïcité, c'est pas ça du tout. Ça les dérange pas. Au Canada, une femme peut aller voter avec sa burqa ou son niqab. Vous savez, c'est sans problème. Et Monsieur Trudeau, notre Monsieur Trudeau, qui est un homme d'apparence, lui, ça ne dérange pas. Il dit c'est un gros pas. Tu sais, dans ce cas-là, c'est une décoration, c'est un gros voile. Et c'est un rideau. Et en plus, l'argument, c'est que la femme qui veut ça, c'est son droit de mettre ce qu'elle veut. Vous voyez ? Alors, mais il n'y a personne ici qui se rend compte qu'on en prend. Je vais être poli,
plein la gueule, et on se fait raciste, islamophobe, antisémite. Le Premier ministre Legault s'est fait traiter de nazi. Mais ça veut dire quoi, qu'il y a une montée très forte du communautarisme et des revendications. Mais c'est le Canada, c'est la définition même du Canada. C'est les pays anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre. Mais au Québec, du coup, le Québec est déstabilisé aussi. Parce que nous, on n'est pas un pays, donc on ne peut pas légiférer. On peut légiférer là-dessus, mais déjà tous les grands avocats constitutionnalistes du Canada disent qu'ils vont aller contester ça devant la Cour suprême. Donc on ne peut même pas. Probablement, ça va passer, mais je ne sais pas après ce qui va arriver. On ne peut même pas affirmer notre distinction francophone. Et le pas de plus, ce sera de dire que la langue française, puisqu'on a obligé les gens à parler français et que c'est la langue officielle au Québec, moi je dis l'offensive suivante, ils vont dire mais pourquoi ils parlent français? Et puis nous on est chinois, on parle pas. Vous m'autorisez un commentaire? Vous voyez? Vive le Québec laïque. Et en France, on sait rien de ça. Et les journaux du Canada anglais, et le Washington Post, le New York Times et le Guardian récemment ont fait des papiers mais épouvantables en disant ils sont comme les Français parce que vous êtes considérés comme antidémocratique et raciste vous-même. Nous sommes votre extension. Vous allez être comme nous, des irréductibles gaulois qui résistent à la vague communautariste qu'il y a dans le monde entier, parce qu'il y a très peu de pays comme la France. Il y a, dans le monde arabo-musulman, mais on voudrait un peu plus d'attention de la France. L'Azerbaïdjan qui est très neutre au niveau de l'État également, mais c'est tellement rare. C'est tellement. Il y avait la Turquie du temps du kémalisme, malheureusement, le parti islamiste a pris le pouvoir, et donc c'est une très bonne nouvelle d'apprendre que le Québec rejoint le camp des États laïcs. Il y a même un maire qui a dit, officiellement, un maire à côté de Montréal, il a dit que nous pratiquions le nettoyage ethnique. Le premier ministre du Québec a demandé immédiatement à ce qu'il se rétracte, et il ne s'est pas rétracté. Et comme il est juif, c'est le Congrès juif qui l'a dénoncé en disant nous ne pensons pas ça. Mais on va se retrouver dans un instant, mais ici il y a une sorte de romantisme autour de Trudeau, le jeune homme. C'est ce que vous trouvez beau. Voilà, c'est un peu ça. Parce que maintenant le cannabis, tout le monde peut fumer son joint, et puis il est cool, mais il n'y a rien dans la tête. C'est un homme d'apparence. C'est dit. Sud Radio, parlons vrai avec Denise Bombardier. On se retrouve dans un instant. On va parler des condamnés à mort français en Irak et puis des européennes. Je n'ai pas oublié votre coup de gueule à vous non plus, Michel Taube. Tout de suite. Les jours passions. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On en était au coup de cœur et au coup de gueule. Et alors, ça tombe bien parce qu'on va parler évidemment des conséquences des européennes. Votre coup de gueule concernait, Michel ? Les instituts de sondage. Valérie, il y a un mois, vous avez organisé un débat ici même sur les instituts de sondage. Franchement, moi, je l'ai assez peu entendu depuis 2 jours. On avait Frédéric Dabi hier, on lui a posé la question. Franchement, les instituts de sondage se sont plantés sur toute la ligne. Ils se sont plantés sur le taux de participation, qu'ils ont annoncé comme très faible, et finalement, il a été très largement au-dessus de ce qui était prévu. Ils se sont trompés sur la fourchette entre Marine Le Pen et Macron, parce que c'était eux les leaders des 2 listes concurrentes qui faisaient le duel en tête, tant dans l'état qu'en dynamique. Finalement, le résultat final ne correspondait pas du tout à la dynamique que depuis 10 jours on nous annonçait, comme quoi le Rassemblement national, le Front national aurait une large avance sur la liste d'En Marche, et ils se sont complètement trompés sur les écologistes dont Alexandre Malafaye a parlé tout à l'heure. Enfin, vraiment, c'est un échec complet, et ça pose vraiment un problème, je trouve, de lisibilité et de commentaires, d'éditorialisation de l'actualité. Et bravo aux Français qui n'ont pas du tout suivi les sondages et qui ont voté en leur âme et conscience. Je pense qu'ils les ont suivis, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont allés voter. C'est-à-dire que les sondages ont donné des indications, et c'est la réponse de Frédéric Dabi, donc directeur adjoint de l'IFOP, c'est de dire on a indiqué des tendances, et on ne s'est pas trompé sur les tendances. C'est-à-dire que les Républicains... C'est inexact. Non, c'est inexact. Frédéric Dabi se trompe. Non, mais sur la tendance, c'est-à-dire les Républicains qui étaient à 15, qui sont passés à 13, puis à 12, Mais je ne veux pas les défendre forcément, mais c'est vrai que c'est une photographie à l'instant. Des instituts de sondage, c'est toujours se cacher derrière les tendances. Mais moi, je pense que les Français sont allés voter à cause des sondages. Ils ont vu que Marine Le Pen était très haut, et certains ont voulu faire. Je pense que c'est ça, je sais pas. Mais sur les tendances, ils se sont trompés. Je connais bien Frédéric, et ils font un bon travail, mais le problème des sondages en période électorale, le sondage, ça reste quand même du business. On est là pour vendre la fabrique un peu d'une photographie. Oui, bien sûr. Mais c'est du média.
médias. C'est-à-dire que là où je veux en venir, ça raconte des histoires. C'est pas scientifique, on parle d'instituts de sondage, mais non, en fait, on est en train de faire des trucs, on pondère avec différents trucs en disant, bon, alors on pense que les jeunes de moins de 25 ans vont plus ou moins voter ça, mais c'est de la fabrique de réalité alternative, qui permet évidemment d'avoir une idée de ce que pourrait être la réalité, mais on en est loin. Et évidemment, il y a des erreurs et des marges d'erreur, et ils en sont conscients, et ils le disent. Le problème, c'est que quand c'est rabâché chaque semaine, chaque jour, et qu'on se base là-dessus, nous, les éditorialistes, après sur les plateaux, pour dire, eh bien, alors selon le dernier sondage, on en est là, ça donne une autre idée. Enfin, on est en train de rentrer donc dans cette réalité alternative fabriquée par une masse de sondages. Alors, on se réfère à plusieurs sondages, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais néanmoins, il y a ce problème-là de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir 15 jours avant un arrêt total des sondages et voir que ce soit les politiques qui prennent la parole. Il se passe pas quoi au Québec? C'est la même chose. Ouais. Ils n'avaient pas prévu le balayage au Québec qui a fait que la CAQ, qui est un parti qui a été créé par le premier ministre actuel, Legault, qui était un ancien ministre dans le Parti québécois. Moi, je crois que les dirigeants des instituts de sondage font partie des élites qui font que et ces élites-là n'analysent pas ce qui se passe actuellement. Parce que avec l'éclatement de tous les partis, parce que c'est la même chose chez nous. Et la volatilité de l'opinion. La volatilité de l'opinion. Les gens ne savent pas pour qui ils vont voter la veille. Quand les gens répondent à des sondages, ils répondent avec l'émotion du moment, mais une demi-heure après, ils peuvent changer d'idée. Et je pense qu'on ne peut plus décoder, au fond, ce que disent les gens, parce que entre le moment où ils votent et le moment où ils disent pour qui ils vont voter, et au moment où ils sont dans l'isoloir, maintenant, il peut se passer bien des choses. Mais avant, les gens étaient des bons soldats à l'intérieur du parti. Ça se transmettait même de génération, presque de génération en génération. Mais c'est plus ça du tout. Mais c'est très difficile. Moi, je suis déjà allée voter. Je ne savais pas pour qui voter. J'ai regardé sur les poteaux. J'ai regardé parce que je n'étais pas sûre. Dimanche, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient hésité un petit peu au dernier moment, ce qui expliquait le vote vert. L'hésitation, elle peut aussi être tout d'un coup contrebalancée par le fait qu'à midi, vous avez une indication qui est donnée par le ministère de l'Intérieur sur la première participation de la matinée. Elle était plutôt pas mauvaise. Est-ce que ça motive pas les gens finalement à dire, ah bah tiens, les gens se bougent, on va y aller aussi. Tout a une influence à un moment donné. Et c'est vrai que les sondages, quelles que soient les tendances qu'ils l'écrivent, ont forcément une influence. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Valérie. Je pense qu'ils ont provoqué des réactions et des mobilisations d'électorats croisés en disant, soit de manière défensive, soit de manière offensive, il faut y aller. Quoi. Moi, je pense que la volatilité des opinions remet sérieusement en question la scientificité possible des instituts de sondage. Je pense vraiment qu'il y a un problème de fond et que, encore une fois, en tendance, notamment, ils se sont trompés. Ils n'ont pas vu trop d'indicateurs là qui se sont révélés à la fin, le soir du vote, pour vraiment qu'on ne s'interroge pas sur cette ce que j'appelle cette dictature des sondages, et qui est vraiment un problème. Ça a été la même chose avec Trump aux États-Unis. C'est ça qui est arrivé absolument. Pierre-Henri nous dit les sondages donnent juste aux journalistes de quoi débattre. C'est pas entièrement faux, Pierre-Henri. Débattons d'autre chose que des sondages. Moi, dans mon média, je publie pas de sondages. Je l'ai fait 1 ou 2 fois, et quand j'ai vu les conditions dans lesquelles était préparé le sondage, j'ai arrêté. Écoutez, on refera un débat entre vous et Frédéric Dabi, évidemment. 0826 300 300. La France doit-elle intervenir pour empêcher la mise à mort des 4 djihadistes français condamnés en Irak? On attend vos réactions. N.fr Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Écoute, voilà, j'avais 2 choses à vous dire. Marlène Schiappa qui parle de la prostitution des mineurs, qui est un phénomène très préoccupant. Avec mon collègue, nous recevons les associations pour éradiquer cette pratique néfaste. Enfin, moi, le mot pratique néfaste pour parler de la prostitution des enfants, je pense que les mots ont un sens. Oui, mais vous savez, même chez les politiciens, parfois n'ont pas de mots ou ne connaissent plus le sens des mots. Mais ça, c'est un nouveau phénomène. Ils écrivent trop vite, en fait. Ils font comme Trump, ils tweetent comme ça. C'est criminel, c'est pas une pratique néfaste. Donc voilà, voilà. Enfin, au moins, elle en parle. Au moins, elle mobilise là-dessus. Mais c'est vrai que les termes sont très, très incorrects. Mais il faut avoir les mots pour le dire. Et puis la deuxième chose, alors je ne sais pas si vous l'ignorez peut-être, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle des femmes. Et donc, à ce titre, 4 ministres du gouvernement ont décidé de briser le tabou. Donc, elles posent en photo Marlène Schiappa, Agnès Pannier-Runacher, Brune Poirson et Christelle Dubois, donc qui sont en photo pour briser le tabou des règles. Voilà. Il n'y a plus de tabou. Mais ça a été aussi relié à l'écologie. C'est qu'elles ne veulent plus de serviettes
parce que ça pollue. Alors, les femmes vont retourner au Guinée qu'elles se mettaient et qu'elles avaient. Non, excusez-moi, je sais que vous n'aimez pas ça ici. Nous, on parle plus ouvertement que ça chez vous. De toute façon, nous, je vous l'ai dit, Trudeau veut rendre gratuite, mais seulement pour les fonctionnaires et pour les gens des banques, les femmes des banques. Il a promis ça. Il est en élection à l'octobre. Le gouvernement va payer pour les tampons et les serviettes sanitaires des femmes parce que les femmes n'ont pas choisi. Alors, il y a eu des tribunes téléphoniques et les hommes appelaient pour savoir est-ce qu'on va me payer pour mes condoms. Vous voyez, quand on rentre là-dedans, ça. Mais vous voyez, on en est là. Et bien, c'est ça les vrais. Oui, mais vous avez raison. C'est afin de lutter contre la précarité féminine. C'est le but de cette association, en reversant des fonds et en fournissant des serviettes hygiéniques lavables pour les femmes dans le besoin. Oui, mais c'est pas qu'une raison écologique. Mais c'est économique aussi. Non, c'est aussi plus que ça. C'est la liberté des femmes, parce que dans beaucoup de régions, notamment en Afrique, dans le Moyen-Orient, etc., lorsque les femmes ont leurs règles, c'est un moment où elles sont minorées, elles sont mises de côté, elles sont pas respectées. Non, il y a des vrais problèmes culturels, mais malheureusement aussi à Paris, quand elles ont les règles, bien sûr, évidemment, les hommes notamment dans certaines populations d'origine étrangère, il faut le dire. Il y a des campagnes, il y a des organisations comme CARE, comme Plan International qui mènent des campagnes pour le respect des femmes telles qu'elles sont, parce que malheureusement, il y a aussi des enjeux culturel, communautariste. Mais je voudrais bien que vous ayez raison de situer ça sur le plan international. Mais moi, je vous dis que le combat qui est mené au Québec, et ça existe, et les jeunes femmes sont comme ça, c'est pour des raisons écologiques, pour ne pas polluer davantage la nature. Donc, d'une façon, je veux dire, les femmes doivent se pénaliser. Et c'est sur le refus par des féministes extrêmement radicales, c'est le refus que les femmes aient cette faiblesse, n'est-ce pas, d'avoir des règles. Voilà, on va passer sans transition, comme on dit, mais en tout cas, c'est vrai que cette photo des 4 ministres m'a interpellée parce que je vois pas bien ce que ça apporte, si ce n'est de dire qu'elles sont femmes et qu'elles ont des règles, on le savait. Donc voilà. Allez, le ministre des Affaires étrangères, donc Jean-Yves Le Drian, a dit ce matin, il a affirmé ce matin que la France allait multiplier les démarches pour éviter la peine de mort à 4 ressortissants français qui ont été condamnés à mort en Irak pour appartenance à l'État islamique. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes déjà nombreux à réagir. Si la peine de mort est encore d'actualité là-bas et qui respecte la justice de ce pays. La France ne doit pas intervenir pour empêcher la peine de mort de ces 4 malfrats. S'ils ont tué, ils doivent mourir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous qui êtes contre la peine de mort, Michel Taube ? Écoutez, dans les années 2000, lorsque je dirigeais le mouvement contre la peine de mort dans le monde, on en parlait, parce qu'il y avait déjà des actes terroristes. En fait, effectivement, je suis contre la peine de mort, même pour ces criminels, et pour tous les criminels, mais plus particulièrement pour ces criminels, parce que ceux qui sont condamnés à mort, qui sont exécutés, deux choses. D'abord, souvent, ça devient des martyrs. Et ça leur fait une publicité d'enfer, et au-delà de leur exécution, ils deviennent des exemples pour d'autres fous illuminés et islamistes radicaux qui ont envie de connaître le même sort qu'eux. Donc d'abord, ça leur fait de la publicité, et puis en plus, la peine de mort n'a jamais été dissuasive. Donc si elle était un tant soit peu dissuasive, on pourrait éventuellement l'envisager, mais elle n'est pas dissuasive. Après, ces Français qui ont choisi de nous faire la guerre en allant en Irak, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont pris leurs risques. Le code pénal français ne nous suit pas à nos souliers lorsqu'on va dans un autre pays. Donc en allant, d'ailleurs, on a 2 condamnés à mort en Indonésie. 2 condamnés à mort pour trafic de drogue, c'est un autre sujet. Mais lorsqu'on va à l'étranger et qu'on prend de tels risques, on prend ses responsabilités. Enfin, la France est très proche de l'Irak. Et je pense qu'effectivement, ils sauront convaincre les autorités irakiennes d'éviter le pire à ces Français. Mais nous sommes en guerre. Et ils ont pris leurs responsabilités en allant semer la mort en Irak. C'est même pire que ça. Enfin, c'est d'une hypocrisie incroyable. Vous avez des djihadistes qui voulaient imposer le califat et la charia, la loi islamique, qui a la peine de mort, qu'ils aillent jusqu'au bout de la démarche et qu'ils acceptent le prix de leur démarche. Qu'on ait après nous une démocratie, la France, justement, qu'on lutte contre la peine de mort, c'est très juste. Mais pour ces Français-là, on parlait d'échéance de nationalité, on n'a pas pu le faire. Et maintenant, on va se retrouver devant ce problème du rapatriement des djihadistes. On n'a pas de solution. Non, on va avoir plein de gens qui vont vous dire qu'on a des solutions. On n'en a pas. Donc ça va être extrêmement complexe. Pour ces gens-là qui sont djihadistes, qui ont fait ce califat-là, eh bien qu'ils en assument les conséquences. Moi, mais je ne vois pas comment, effectivement, Jean-Yves Le Drian se bat pour qu'il ne soit pas exécuté, sauf que c'est la loi de ce pays. Donc
qu'est-ce qu'on en fait? L'Irak va leur dire reprenez-les, on va les faire revenir en France et on en fait quoi? Il peut commuer leur peine en peine de prison à vie. Mais au nom de quoi l'Irak au nom de quoi il le ferait? Mais c'est le problème de la loi du talion à ce niveau-là, elle s'applique parce qu'il y a eu tellement de sang versé. Alors après, vous parliez de pub, ça leur fait de la pub et ils sont contents. Je ne sais pas s'ils sont contents. En tout cas, quand on regarde leur position au tribunal, il n'y en a pas un qui assume. On a affaire à des grands lâches. Et s'ils peuvent sauver leur tête, pour le coup, ils vont tout faire pour ça. Donc il y en aurait un qui assumerait encore avec un peu de panache en disant voilà, j'ai fait le job, je suis peut-être désolé, on n'a pas fait du bien, mais on avait des convictions. Il n'y en a pas un qui se présente en disant voilà, on a fait des horreurs, mais on les a fait parce qu'on avait. Regardez au procès de Nuremberg, il y a des gens qui ont assumé au procès de Nuremberg de manière beaucoup plus courageuse que ce qu'on voit là. Là, vraiment, on a affaire à des. Ils ont été exécutés, bien sûr, mais il y avait besoin de régler des problèmes aussi. Et tout le monde n'a pas été exécuté, mais il y avait besoin de régler des problèmes. Il y a un moment donné, quand vous franchissez toutes les règles, il faut assumer. Et là, en l'occurrence, je suis assez d'accord. Il fallait réfléchir avant. Quand vous allez retourner vos armes, les armes contre, en plus, votre pays d'accueil, parce vous êtes nombreux à dire ils ne sont plus français. À un moment donné, ça va. Alors évidemment, c'est triste parce que moi, par principe, je suis aussi contre la peine de mort parce qu'on n'est pas à l'abri d'en exécuter un. Malheureusement, qui ne serait pas aussi entaché que les autres et que un seul justifie qu'on renonce à la peine de mort. Mais pour autant, voilà, à un moment donné, pardonnez-moi, je vais juste terminer ça, juste pour dire que je regrette qu'on y consacre, d'abord j'espère qu'on y consacrera pas trop d'énergie et pas trop d'argent, parce qu'on a d'autres priorités nationales en matière budgétaire que dépenser notre argent de diplomatie pour aller sauver, des connards. Allez, on a Grégory en ligne avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, la peine de mort n'a jamais été une arme de dissuasion. C'était juste pour retirer de la société des personnes qui n'ont rien à y faire. Un psychopathe, vous pouvez dire qu'il risque la peine de mort si tue quelqu'un, s'il a envie de tuer, il tuera. C'est le premier point. Deuxième point, ils ont joué, ils ont perdu. C'est tout. On va pas c'est la justice en Irak. Ils ont voulu jouer les petits soldats en Irak. Voilà, ils assument leurs conséquences. On va quand même pas ramener ces mecs-là pour les promener en peine de prison de 30 ans, grand maximum, parce que quand on voit les peines qu'ont été attribuées à certains djihadistes terroristes, ils sont libérés au bout de 15 ans, même moins, parce que là, il y en a l'année prochaine, ils ont fait moins de 10 ans. Ça fait peur. Ouais, donc vous dites on les laisse là-bas et c'est la justice irakienne qui les juge. Ils ont joué, ils ont perdu. Ils savaient ce qu'ils risquaient. Donc c'est la loi de l'Irak. L'Irak va pas imposer la peine de mort en France. Donc on va pas imposer que les mecs soient pas exécutés en Irak. C'est tout. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est vrai que c'est un petit peu surréaliste. Paris multiplie les démarches pour éviter la peine de mort à 4 djihadistes. Il y a un côté surréaliste. C'est le titre du papier du Monde d'aujourd'hui. La réalité, c'est que les démarches ne sont pas très nombreuses. C'est-à-dire qu'il y a l'ambassade de France en Irak qui va diplomatiquement intervenir pour demander, conformément d'ailleurs aux engagements internationaux de la France et de l'Union européenne. En plus, on a même ratifié une convention internationale et on l'a inscrite dans la Constitution française en 2007. C'est Jacques Chirac qui l'a fait, qui interdit la peine de mort, même en temps de guerre. Donc quand bien même on considérait que nous sommes en guerre, et nous sommes en guerre contre les djihadistes, normalement la France milite contre la peine de mort en toutes circonstances. Après, moi j'entends bien les auditeurs et tout le monde. Et ces salauds qui ont été en Irak, ces criminels, pour faire tout ce qu'ils ont fait, effectivement, peut-être qu'ils méritent la mort. Mais il n'empêche que la peine de mort n'est pas dissuasive, elle ne sert à rien, elle n'est pas du tout un instrument de lutte contre le terrorisme. Regardez Israël, par exemple. Israël, qui est très fort pour lutter contre le terrorisme et contre la menace terroriste, il n'utilise pas la peine de mort. Ce n'est pas un outil, contrairement à ce qu'on dit, ça n'est pas un outil utile. Ça ne sert à rien. Denise Bombardier. Par an qui meurent sous le coup des armes. Mais très franchement, d'abord, moi je suis contre la peine de mort. On a réussi à obtenir la peine de mort dans nos pays, mais on n'est pas non plus des anges qui allons essayer d'aller régler ça dans les autres pays. Et ces gens-là savent exactement ce qu'ils font. Vous avez raison, on est en guerre. Ils s'en vont dans ces pays-là. Et je comprends même pas la France d'annoncer qu'elle le fait pour la forme. Peu importe si elle le fait pour la forme. Après ça, on s'étonne que Marine Le Pen prenne des voix. Oui, non, mais c'est vrai que de communiquer sur ça, c'est politiquement, on le voit aux réactions. Et d'ailleurs, c'est sûr que si on avait eu un CIP, d'ailleurs ça avait été dit, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et que ce genre de fait se serait produit, on aurait certainement eu un rétablissement de la peine de mort. Marine Le Pen, d'ailleurs, est pour un référendum. Alors, elle se cache derrière son opinion. Et je voulais quand même dire, face à une Québécoise, qu'en 2004, j'ai organisé un congrès mondial contre la peine de mort à Montréal.
Et effectivement, les Québécois, et peut-être plus que d'autres Canadiens, étaient très très attachés à l'abolition de la peine de mort. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Si on est contre la peine de mort, on l'est en toutes circonstances. Et Vous pas faites réagir avec Israël exceptions. comme exemple, cher Michel Taube. Pardon ? D'avoir pris Israël comme exemple. Mais c'est vrai. Israël a beaucoup de défauts en termes de la politique du gouvernement, mais c'est un pays qui a l'habitude de se prémunir et d'essayer de se prémunir, et il n'utilise pas la peine de mort. Il n'y a pas de condamnation à mort en Israël de personnes qui ont commis des crimes terroristes. Allez, sans transition, comme on dit, on va passer au sujet des européennes. Donc, crise ouverte chez les Républicains, le cas Wauquiez et puis le cas Macron également. Changer de cap, oui ou non ? Peut-être le cas Wauquiez, ce qui se passe chez les Républicains, tout le monde, ou presque, réclame sa tête, même ceux qui, à l'antenne, sur les différentes antennes, disent mais non, pas du tout, etc. En aparté, disent oui, il doit démissionner. Je pense que ça va être compliqué. Enfin, c'est-à-dire que quand ça va bien, c'est les candidats qui assument la victoire. Quand ça va mal, c'est le chef de parti qui doit assumer la défaite. La politique, c'est gravement injuste généralement. Ça se saurait si c'était un métier où la justice prévalait. Donc pour Wauquiez, c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas vraiment fait campagne. Il a choisi Bellamy, qui lui a fait campagne, et puis il arrive avec un parti qui est en crise depuis longtemps. Enfin, ce qu'a fait Emmanuel Macron à la présidentielle, où il a atomisé la gauche, il est en train de le faire avec la droite. Et ça fonctionne, et bien sûr. Et c'est son objectif au Parlement européen maintenant, de faire exploser le groupe du Parti populaire européen, ou au moins d'être une force de stabilité ou de négociation au sein du Parlement. Donc c'est compliqué pour Laurent Wauquiez de défendre son bilan, puisque ça fait beaucoup de défaites à la suite. Arrivent les municipales, tout le monde commence à angoisser en disant qu'est-ce qui va se passer si on n'est pas capable de gagner des mairies, si on n'a pas une nouvelle stratégie. Mais c'est le cas à la France Insoumise. Vous avez Clémentine Autain aussi qui est en train de dire on ne peut pas continuer avec une stratégie pareille. Tous les partis qui viennent de se prendre une veste aux européennes sont en train de penser aux municipales et puis à la présidentielle en disant qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire. Donc c'est le chef qui doit prendre la responsabilité de la défaite, à voir comment va réagir. Mais en l'état, c'est quasi insoluble parce que pour les Républicains, il y a deux problèmes. Le premier qui est de fond, qui est que l'essentiel de leur message est préempté par le centre et donc par Emmanuel Macron, et préempté par le Rassemblement national pour la partie qui est à droite. Et il reste quoi pour porter un projet? Et d'autant plus que le deuxième problème qui est important, c'est qu'il y a un problème de leadership. Dire, Bellamy, on peut le dire, a fait plutôt une bonne campagne, c'est plutôt une bonne révélation. C'est dans le The Voice de la campagne, on a vu apparaître Bardella, on a vu apparaître Bellamy, des nouveaux talents. Enfin, c'était Marion Brie, philosophe, parce qu'entre lui... on est d'accord, mais vous avez comme ça des talents. Il y a eu un côté The Voice pour moi. Il y a eu un vrai côté The Voice avec cette campagne, des nouvelles têtes qui apparaissent. Mais il n'empêche qu'en attendant, Laurent Wauquiez n'est pas fédérateur, tout le monde le sait, tout le monde le dit, dans sa propre famille, auprès des Français. Donc c'est vrai que, et une crise de fond, et une crise de tête, c'est sûr qu'en l'état, s'il continue comme ça, je ne suis pas sûr qu'il regagne un électorat. Denise, vous avez vu comment, vous, ces élections? Vous les avez suivies, les élections européennes? Ça vous inspire quoi? Comme on dit au Québec, ça m'énerve pas le poil des jambes, franchement. Parce que, de toute façon, Macron, c'est ça qu'il voulait. Je veux dire, Macron, il a fait éclater la gauche, et puis il est au centre, Macron. Pas dans les salons, mais il est au centre avec sa politique, c'est clair. Alors donc, il n'y a plus de place. À un moment donné, là, je veux dire, on ne peut pas surmultiplier les tendances et à l'intérieur des familles politiques. Et c'est sûr que ce pauvre monsieur, qui est beau d'ailleurs, Wauquiez, c'est un beau ça. Au Québec, au Canada, il serait élu parce qu'il est très très beau. Oui, vous voyez, c'est ça. Comment comment pour voter au Canada, c'est ça. Trudeau, il y a tout le monde. Madame Bombardier, vous êtes dur avec les Canadiens. J'ai de vos compatriotes, en plus de mes amis qui sont sénatrices et puis qui sont à l'Assemblée, ils disent vous me dites très beau votre premier ministre. Je dis là, arrêtez-moi ça. Et Wauquiez, il est beau, ça n'a rien donné. Moi, j'ai une rubrique qui s'appelle Sois belle et ouvre-la. Donc là, c'est Sois beau et ouvre-la. Et vous serez élu. Et présente-toi, sois belle et sois beau et mais présente-toi. il occupe le terrain. Alors je vois pas comment ils peuvent... il occupe un terrain qui n'existe plus. C'est bien le problème. C'est-à-dire qu'ils ont d'un côté En Marche qui va prendre tout l'axe libéral, progressiste, réformateur. Et vous avez un nombre de ministres En Marche qui sont des partis des Républicains et rien ne s'est passé. Et puis d'autre côté, sur la lutte des valeurs qui défendait Bellamy, d'ailleurs, on va être la droite des valeurs. C'est pas vendeur. Parce que derrière le FN, c'est la droite populaire qui est en train de
refaire un bloc de la droite populaire qui va peut-être gagner ce pari-là, puisqu'on voit bien que la dédiabolisation est arrivée et que là, elle est en train d'essayer justement de dire ceux qui sont comme Thierry Mariani fâchés avec les valeurs des Républicains qui n'acceptent pas En Marche, la droite maintenant elle est là, venez ici. Et ça va être des mois et des mois de danse du ventre pour faire venir des cadres de chez LR au Front National. Les digues ont lâché dorénavant. Je pense que ça va être ça qu'on va voir dans les mois qui viennent. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300. Les Républicains sont-ils morts? On va en reparler dans un instant. Respectez les précautions d'emploi. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Oui, de retour avec vous sur Sud Radio et on continue à parler. Elle est bavarde, Denise Bombardier. Il y a un auditeur qui nous dit pour une fois qu'une Québécoise ne nous saoule pas avec ses chansons, il faut l'écouter. Comment ça, nous saoule pas? Mais je peux chanter aussi, elle peut chanter, elle chante très bien, absolument. Mais surtout, j'ai écrit une chanson pour Céline Dion, elle chante mieux que moi. Et puis vous avez écrit un livre sur Céline Dion. J'ai fait un essai. Un essai sur Céline Dion. Voilà. Donc on parlait de Laurent Wauquiez, de l'avenir. Mais alors ce matin, Gérard Larcher dit je vais proposer au président de groupe parlementaire et au président des 3 grandes associations d'élus que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour engager une démarche au travers des territoires pour reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre. On va préparer les municipales. C'est ça que ça veut dire. Il a dit autre chose dans la même émission. Il a dit une chose, c'est que si Laurent Wauquiez ne démissionne pas, parce qu'il a dit c'est un parti gaulien. Donc normalement l'attitude gaulliste c'est de dire c'est de démissionner, on prend ses responsabilités. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Mais s'il ne prend pas ses responsabilités, les statuts le protègent et il fait ce qu'il veut. Et il peut rester en place autant de temps qu'il veut. Et moi, ma crainte, c'est qu'effectivement, bien entendu, Wauquiez et ses acolytes qui ont réussi à conquérir les Républicains n'ont absolument aucun intérêt à lâcher prise, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont tout perdre. Donc après, le deuxième problème, c'est que quand bien même Gérard Larcher, Valérie Pécresse et les autres prendraient le pouvoir et recomposeraient une droite centriste, quelle serait sa place et sa marge de manœuvre face à Édouard Philippe et Emmanuel Macron? Quelle composition? Voilà. Je veux dire, Macron, moi je pense effectivement, comme Valérie l'avait dit et d'autres, c'est que Emmanuel Macron a plutôt gagné ses élections et surtout il a droitisé. Il s'est droitisé. Il a gagné sur sa droite. Et donc là, l'espace ouvert aujourd'hui est absolument minime pour une droite dite centriste qui, à mon avis, a perdu la donne parce que c'est trop tard pour elle. Mais il peut partir. Notre consoeur Judith Weintraub publie un article ancien, 2h15 pour pousser Copé vers la sortie. Souvenez-vous de ce bureau politique très agité où Jean-François Copé est obligé de démissionner. Donc c'est pas non plus, il n'est pas scotché à vie à son siège. Donc on va voir comment ça va se passer lors de leur bureau politique. Je voulais qu'on dise quelques mots également d'Emmanuel Macron. Donc alors défaite ou victoire. Vous, Alexis Poulain, vous dites pour moi, c'est une victoire d'Emmanuel Macron. Parce qu'il faut regarder ce qui va se passer au Parlement européen. Et son pari, c'était d'exploser le groupe du Parti populaire européen, d'imposer un groupe centriste qui serait faiseur de roi, notamment pour le remplaçant de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. Donc là, pari réussi. Pour ce qui est des urnes en France, il est derrière le Front National, mais c'est pas si catastrophique. Alors oui, le FN quand même avance beaucoup en région, et c'est eux les vrais gagnants de cette élection, évidemment. Mais pour En Marche, en termes d'image, en termes de ce qu'il a, et d'ailleurs il l'a dit, compte tenu des résultats, je ne vais pas faire de remaniement, je ne change rien et j'accélère. Et donc il est conforté dans son quinquennat, mais parce qu'on a un système démocratique aussi qui fait que, eh bien voilà, on est en train de rentrer dans une fable des deux partis, d'un côté les nationalistes, de l'autre les libéraux, et ça va être le cas au Parlement européen dans une certaine mesure. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas d'assises populaires, c'est qu'il reste sur une base de quelques millions de Français qui vont voter pour lui, mais son socle est solide, et il peut tenir grâce à ça. Le problème, c'est que derrière, vous avez de plus en plus de Français qui sont mécontents de cette politique, mais qui n'ont pas les moyens de le dire, ni dans les votes, ni dans la rue. Et pourquoi ils n'ont pas les moyens de le dire? Parce que le système électoral fait que ça ne fonctionne pas. Regardez, la gauche est éclatée entre X partis, la droite est aussi en train de tomber, et l'idée de ce centre énorme qui ferait tout ne marche pas, puisqu'en réalité, le centre, c'est quoi? C'est dans la tête d'Emmanuel Macron qu'on décide tout. Je veux juste préciser une chose, parce qu'on nous dit les pro-Macron qui parlent avec des gens qui... voilà, je pense que Alexis Poulain n'est pas franchement pro-Macron. C'est une analyse. Il faut admettre que c'est une victoire pour lui, compte tenu de la campagne, avoir une observation sans être forcément pro-Macron. C'est ce que pour vous, de votre point de vue. Bien sûr. Mais regardez par exemple les Insoumis
qui était quand même, en termes de, en tout cas de volume de contestation, quand même une des principales forces d'opposition, ils ont eu un échec terrible. Un échec terrible. Les Français ont désavoué Mélenchon de façon extrêmement violente. Et donc c'est vrai que Macron existe et va perdurer parce qu'il n'a comme seule opposition aujourd'hui audible, crédible et qui a le soutien de nombreux Français, Marine Le Pen et le Front National, le Rassemblement National. Pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, en matière de vieille politique, là, on a du grand art. Emmanuel Macron est très très fort. C'est-à-dire que François Mitterrand en avait rêvé. Et Macron l'a fait, c'est-à-dire d'avoir un Rassemblement national fort qui lui permet en fait d'écraser la droite et d'avoir une quasi-certitude de se retrouver dans un deuxième tour en 2022 face à nouveau à Marine Le Pen et avec quand même malgré tout de bonnes logiques d'être attention réélu. Parce que justement, je pense que c'est maintenant qu'on comprend, excusez-moi, que le non Rassemblement national et le fait que ce parti va effectuer une mue, et c'est dangereux de jouer parce que ça fait 2 fois, là il est vraiment derrière. Qu'est-ce qui va se passer au municipal et quelles vont être aussi la façon de recomposer la droite. C'est sur quoi je voulais. C'est un jeu dangereux. C'est sur quoi je voulais enchaîner. C'est de la vie. Pardon, juste pour boucler là-dessus, pour dire voilà, que je pense que non seulement c'est un jeu dangereux, par contre c'est vraiment de la très très bonne vieille politique. Mais le défaut de ça, c'est que je suis pas certain qu'en fait les vrais messages exprimés par les urnes ou les vrais messages exprimés par les Français dans le cadre de la fameuse crise des Gilets jaunes soient vraiment entendus, et que si on continue à faire de la politique comme on l'a fait tout le temps, on va continuer à renforcer les clivages qu'on aura contribué à accentuer, et le risque à un moment donné, c'est vraiment le grand renversement. Oui, Denise Bombardier. Prenez votre tricot vert. On parlait d'honneur au début de cette émission. C'est sûr que Macron ne déshonore pas la France comme président de la République. C'est peut-être pas le candidat idéal. Moi, je trouve qu'il est un peu jeunet. Sa position sur le nationalisme, par rapport son intérêt pour la francophonie, par exemple, par rapport à nous, ça l'intéresse pas du tout. Non. Mais il y a une chose est certaine, c'est que c'est à peu près la seule stabilité. Vous dites ça parce qu'il est beau, je parie. Vous êtes tombé dans le piège. Non. J'en ai un très beau chez moi, puis en plus il est anglais, le mien. Philippe voulait réagir. Bonjour Philippe, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec vos intervenants, sauf avec la dame qui a avec Denise Bombardier, oui. Voilà, donc en fait moi je suis un électeur souverainiste et je ne crie pas du tout victoire. En fait, quand on regarde les chiffres, on voit qu'on additionne les 24% de plus les 8,5% des LR, parce que c'est les mêmes qui ont voté au deuxième tour pour Marine Le Pen en 2017, plus les 3,5 de Dupont-Aignan, on arrive à 36%. Et on arrive donc au score du deuxième tour de 2017. Donc il n'y a aucune avancée alors que la conjoncture était plutôt favorable. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième, donc on se retrouve avec le socle de Macron à 22%. Bon, c'est le même qu'en 2017. Seulement, comme l'ont dit très bien vos intervenants, c'était le système électoral en France, c'était un véritable scandale. C'est-à-dire que 80% des gens détestent Macron, mais c'est lui qui va gagner toutes les élections, puisque le système nominal à 2 tours, et c'est vraiment le pire du vieux monde. C'est vraiment le pire du vieux monde. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a un de vos intervenants qui a dit que ce sera le grand renversement. Mais oui, à force de tirer sur la corde, un jour, les gens, et moi-même, je ne sais plus comment faire. Je sais plus pour qui voter, je sais plus comment faire pour exprimer mes idées. Donc je suis pas le seul, et dans tous les camps politiques ça va être pareil. C'est-à-dire que de gauche à droite, d'extrême gauche à extrême droite, on est perdu parce qu'il y a quelqu'un qui monopolise tout le pouvoir avec 22% des suffrages. Oui. Voilà. Alors Denise, une réaction? Moi je pense que contrairement à ce qu'on a connu, le passé n'est plus garant de l'avenir, c'est le présent qui est garant de l'avenir. Et celui qui incarne le présent en France, c'est Macron. Voilà. Je pense que c'est presque ça. Mais il met trop la balle au centre, en disant c'est moi ou le chaos, quoi. Et cette fabrication-là du leadership et qui écarte tous les autres fait qu'il n'y a pas d'alternative qui se construit. Oui, pour répondre à votre auditeur, il y a eu un premier séisme, ça a été la crise des Gilets jaunes. Où il y avait une revendication justement de plus de démocratie. Et c'est vrai que l'ancien monde, c'est quoi? C'est la Ve République, avec un système qui est extrêmement autoritaire, où par le mode de scrutin, on a un homme qui a tous les pouvoirs, et c'est totalement de notre époque, et qu'il faut changer ce système. Sauf que Macron ne veut pas changer, il va faire une réforme constitutionnelle, il va renforcer encore plus ses pouvoirs et donner moins de pouvoir au Parlement. Merci à vous. Et Denis, je vais retenir l'idée que vous nous avez soufflée au Parlement québécois. Il y a une femme qui tricote quand les hommes... Une députée, oui.
elle tricote. Et quand ce sont les hommes qui parlent, je pense que c'est vert. Et quand c'est les femmes qui parlent, elle met du rouge. Elle a presque pas de rouge. Alors là, ils vont faire en fait, vous êtes très féministe. Ils font une écharpe pour voir. C'est sur les temps de parole pour mesurer les temps de parole. Monsieur croit que je suis féministe en disant ça. Moi, je retiens l'expression sur les poils aux jambes. Ah oui, ça me fait pas. Voilà, c'est une bonne expression. Merci à tous les quatre. On se retrouve demain pour d'autres infos. Et dans un instant, André Berkoff sur Sud Radio. Parlons vrai.